Je voudrais remercier tout particulièrement Barbara Forest, Fabrice Flauté et Thérèse Villers et tous les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à partager avec vous un aspect de mon projet de recherche pluriannuel qui s'intitule « La littérature dans la peau » et qui porte sur les liens entre le tatouage, la littérature et les arts graphiques. Dans le cadre de la double exposition Surrealis et Illustralis, ici à Strasbourg, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'univers de Carroll tel qu'il est mis en scène sur des corps tatoués. Et donc je vous invite à suivre mon lapin blanc pour une traversée intermédiale, transmédiale des récits caroliens. L'échantillonnage ancré que vous allez voir est loin d'être exhaustif, mais il est représentatif de l'engouement pour ce que l'on nomme le tatouage littéraire. Entre 2014 et 2015 a eu lieu un événement en ligne intitulé Alice Chain Tattoo. Alors, sur le mode Kickstarter, cet événement avait pour ambition de reconstituer l'ensemble du texte de Alice in Wonderland, donc Alice au pays des merveilles, à partir de citations tatouées et ou mises en scène par concordance texte-image dans les photos postées sur le net. On voit par exemple « The jury all wrote down on the slates ». Donc il s'agit d'écrire sur une ardoise et la photo montre quelqu'un en train d'écrire sur une ardoise. Particulièrement populaire à partir des années 1990, le goût pour le tatouage littéraire dans les pays anglo-saxons n'a cessé d'augmenter. Les œuvres choisies renvoient souvent à des lectures favorites à travers des motifs emblématiques des personnages et ou des symboles associés à ces fictions. J'ai même retrouvé une série de tatouages inspirés de Tommy Ungerer. Les tatouages marquent ainsi pour le regardeur un point d'ancrage, ancrage avec A et ancrage avec E, de l'identité du sujet tatoué, teinté parfois d'une sorte de nostalgie chamanique. Un premier panorama de ces tatouages inspirés des livres d'Alice indique une préférence pour les illustrations de Tenniel, le second illustrateur après Carroll lui-même, mais c'est lui qui a le plus marqué l'histoire et l'iconographie alicienne. Tant et si bien que la formule de 1907, que l'on doit au dessinateur du journal britannique Punch, Tenniel reigns supreme, donc Tenniel au-dessus de tout le monde, est encore vraie aujourd'hui. À partir de 1865, Tenniel, dont le monogramme est dans le coin en haut à droite, a illustré les 2 livres d'Alice, ainsi qu'une édition de gravure en couleur en 1890, appelée Nursery Alice. À en juger de la pilosité de la jambe tatouée, il s'agit vraisemblablement d'un sujet masculin. Ce qui peut sembler surprenant, mais montre aussi à quel point Alice peut être performative dans le trouble du genre, selon la formule de Judith Butler. L'ancrage du dos et de l'épaule à gauche correspond en tout point à l'original de Tenniel, dont je vous montre en regard l'un des bois gravés par les frères Dalziel. Un tatouage est en fait très proche d'une planche gravée, d'autant que l'action du dermographe sur la peau peut se comparer à de la gravure en taille. On oublie souvent que pour un tatouage, l'encre doit pénétrer dans la chair, d'où des zones de rougeur et des boursouflures. Boursouflures qui apparaissent ici comme
elles peuvent apparaître dans le processus d'impression à partir d'une plaque ou d'un bois gravé sur le papier. Se faire tatouer un motif alicien signifie donc effectivement faire l'expérience du texte et de l'illustration dans la chair, à tout point de vue. D'autres scènes célèbres, illustrées par Tenniel, sont également très courantes dans le paysage des tatouages aliciens. Et même ce dos superbement décoré de la Mat Tea Party, donc du thé chez les fous, reprend tous les détails de l'estampe de 1865. Nous venons de parler de folie justement à l'instant, et la folie est un thème qui traverse, je dirais, presque l'ensemble des motifs aliciens tatoués, comme si les sujets tatoués se revendiquaient eux-mêmes d'un côté doudingue dans la personnalité et l'arboraient avec fierté. On retrouve ainsi fréquemment « We're all mad here », nous sommes tous fous ici, ancrés dans une partie du corps. Non moins célèbre, du moins du côté britannique, Arthur Rackham a illustré Alice en 1907 dans un style très différent de Tenniel. On voit ici quelque chose de fluide, quelque chose de délicat. Réputé pour son iconographie féerique et pour ses aquarelles, Rackham fait partie des grandes figures de l'âge d'or de l'illustration et reste jusqu'à nos jours un artiste très apprécié. D'où la reprise de ses illustrations pour des tatouages qui finalement donnent aux encres de Rackham une très belle postérité. Mark Summers, un illustrateur plus moderne, né en 1973, basé dans l'Ontario au Canada, et dont la technique de prédilection est le scratchboard, une sorte de carte à gratter, a inspiré en partie le tatouage de cette sleeve, manche en anglais, mais qui est un terme technique employé pour les grands tatouages le long des bras ou des jambes. On voit bien que le tatouage littéraire, à l'instar d'autres récits ancrés, représente plus qu'un simple marquage décoratif sur le corps. Le personnage d'Alice, les scènes choisies, tout l'environnement tégumentaire qui s'y rattache, crée un univers où se déploient des récits secondaires, des traces mémorielles, ainsi que des manifestations de ce que le sociologue David Le Breton interprète comme une signature de soi, un signe à soi. Les styles graphiques et les choix chromatiques varient, par exemple en combinant Alice avec Harry Potter, que l'on reconnaît ici à la cravate et à la baguette magique. Ou bien ce lapin calligramme qui reprend le texte « Hier j'étais quelqu'un d'autre, aujourd'hui je ne sais plus qui je suis ». Contrairement à une page de livre, la corpographèse, pour employer le terme de Marianne Pavot, permet littéralement des animations selon l'endroit du corps choisi. Les motifs doubles, très fréquents, créent en effet des effets de récit en séquence comme des sortes de micro-bandes dessinées. Et le jeu sur les pieds et les jambes est très fréquent également, comme cette petite Alice qui court sur un mollet après un lapin en train de courir sur l'autre mollet. Le tout mettant en abîme une double dynamique du corps par le biais des jambes ancrées. Le sujet tatoué exhibe ainsi, à travers un écosystème visuel, sa manière de scénographier le pays des merveilles. Jouer avec le tatouage, c'est jouer avec des possibilités anatomiques, mais également des possibilités techniques, comme ce chat du Cheshire, exécuté en blacklight, et qui ne se voit en entier que grâce à une lumière noire. Dans le dispositif de la chute, Alice descend le long de la jambe, comme pour incarner de manière encore plus verticale
l'entrée dans le terrier du lapin. Dans son article « Du corps tatoué à Lego Musée », Anne Chassagnol remarque que, je cite, « Les artistes tatoueurs sont sans aucun doute devenus les grands peintres des temps modernes. Il n'est pas étonnant que le tatouage franchisse la porte des musées où il bat tous les records d'affluence. » Fin de citation. Et on se souvient notamment de l'exposition Tatoueurs tatoués au musée du Quai Branly en 2015. Les jambes et bras ancrés accueillent les personnages et les scènes inspirées des récits d'Alice et en font de grandes fresques monumentales. Outre les très longues heures de pause et l'étalement dans le temps que ces tatouages impliquent, ils constituent avant tout une façon de présenter et de se présenter au monde avec ses plus belles œuvres à soi. En somme, d'exposer, EAU, une collection au sens muséal. Le récit carolien, qui peut être reconstitué à partir de cette anthologie tégumentaire, figure ici aussi dans un format inédit, qui n'est ni celui du codex, ni celui du volumen, comme le livre, mais peut être lu et regardé dans plusieurs sens. Vertical si le sujet se tient debout, horizontal si on le voit couché, et bien sûr en mouvement permanent. On peut l'imaginer en train de danser ou soi-même danser autour comme une sculpture en 3D. Au-delà de Lego Musée, je dirais que ces membres tatoués représentent de véritables Wunderkammer, des cabinets de curiosité, des espaces à la fois étranges et étonnants. Et la configuration même de ces Wunderkammer reste entièrement à l'initiative des porteurs des tatouages. Ils peuvent montrer, exhiber tout, une partie ou seulement un détail, laissant ainsi toute latitude à l'imagination du regardeur qui n'a pu qu'en saisir un fragment. Pourtant, nombreux sont les amateurs de ces tatouages, tant pour les porter que pour les exposer au regard d'autrui. Et les prix décernés aux tatouages les plus spectaculaires ne cessent de se multiplier. Ces tatouages sont admirés, photographiés, diffusés sur les réseaux sociaux comme des véritables œuvres d'art. La sleeve très colorée de la jambe au milieu n'est pas sans évoquer les décors polychromes de certaines églises, comme par exemple le portique du paradis de la cathédrale espagnole d'Orense, dans la bien nommée Galice. Certains corps tatoués nous font oublier que ce sont des jambes, des bras ou des dos, tant l'œil est absorbé par la multitude de détails et la virtuosité de la composition. Le motif en damier de ce dos noir et blanc transforme le jeu d'échecs en spectacle vivant et psychédélique. Et l'on imagine aisément comment la perspective est constamment mise en défaut par les mouvements de flexion ou de torsion du corps tout entier. Ici, l'instabilité et la perte d'équilibre qui sont au cœur des récits caroliens sont inscrites, pour ne pas dire incisées, dans la chair, et le kaléidoscope graphiquement saturé de cette peau renvoie à l'égarement vécu par Alice dans Wonderland. Le corps d'Alice mis à mal dans l'histoire par des perpétuels changements d'échelle et de forme fait corps avec celui du sujet tatoué. Par effet miroir, ces tatouages à l'extérieur renvoient l'image intérieure du corps tatoué. D'ailleurs, de nombreux tatouages aliciens comportent un cadre dont la forme est souvent celle d'un miroir richement ornementé de style un peu baroque. Ce télescopage temporel
renforce la signification d'un voyage intemporel et permet aussi de faire un clin d'œil au second livre, Through the Looking Glass, de l'autre côté du miroir, écrit fin 1871, mais publié par Macmillan il y a exactement 150 ans, en 1872. Un anniversaire à célébrer. Vue de dos, dans le cadre d'un miroir, Alice fait office d'un personnage à la Caspar David Friedrich, perdu dans sa méditation, absorbé par son voyage intérieur. L'ornementation va parfois jusqu'à ajouter des volutes, des motifs décoratifs, comme ceux utilisés dans la décoration intérieure de salons privatifs ou chambres de riches demeures. D'une certaine façon, ces tatouages participent de la constitution d'une chambre à soi, selon la formule de Virginia Woolf. Cette ornementation relève également d'une autre tradition iconographique qui peut nous sembler plus éloignée, celle des emblèmes et de l'héraldique. Isoler certains motifs pour les mettre en valeur, les arranger sur la surface de la peau à la manière d'un blason, c'est se démarquer et s'identifier encore plus fortement à certains éléments. La montre à gousset du lapin, véritable memento mori, le chapeau de la folie ou les cartes à jouer. L'assemblage de ces emblèmes narratifs en un seul motif tatoué crée une narration à la fois composite et condensée sur le corps. Pour le regardeur qui découvre l'emblème, il faudra décrypter le sens à donner, mais sans assurance de se voir remettre une clé. Autre motif emblématique des récits caroliens. Alice, en train de jeter les cartes en l'air, constitue un exemple frappant d'ornementation, dont le parallèle pourrait être ce que je vous montre en bas à gauche, à droite, les armoiries imaginées par Lawrence Sterne, l'auteur du roman du XVIIIe siècle, Tristram Shandy, pour qui son alter ego fictionnel dans le voyage sentimental lui avait inspiré ce blason. L'ajout de ces éléments décoratifs rappelle aussi, bien sûr, la mise en page soignée de l'illustration livresque dans certaines éditions pour bibliophiles. Le chemin tracé par les motifs qui descendent le long du cou sont en revanche bien plus minimalistes. Et le chat, avec un bonnet marin, semble, lui, tout droit sorti d'un catalogue de flash tattoo old school. En somme, tout semble permis et toutes les combinaisons graphiques, esthétiques et chromatiques semblent possibles dans le tatouage du pays des merveilles. Car il s'agit bien de combiner, croiser, hybrider, métamorphoser, se métamorphoser au gré des envies, des goûts, des tendances et surtout des histoires personnelles. Tantôt humoristique, tantôt jouant la provocation, le tatouage alicien est par essence ludique, comme l'univers carolien qui est ancré dans le jeu. Mais le jeu du jeu, J-E, n'est pourtant jamais absent, comme dans ce tatouage mauve tout en haut, du chat fantasque qui salue avec son chapeau. La jeunesse de l'ancrage montre aussi que le tatouage a une vertu de résilience, puisque le motif tatoué recouvre une partie du bras portant des cicatrices. La métamorphose carolienne est donc autant post-traumatique que graphique. Et en matière de vogue et de source d'inspiration, les illustrations de Tenniel, bien que présentes et très présentes, se partagent le territoire du tatouage alicien avec les adaptations cinématographiques. Le film de Disney de 1951, Le Flamant Rose, et celui de Tim Burton de 2010, Le Chapelier fou et ce qu'il reste du chat évanescent.
L'univers carolien est alors clairement plus celui des réalisateurs, et pour Burton, les personnages tatoués vont souvent de pair avec d'autres éléments provenant soit de sa filmographie, soit des comédiens, Johnny Depp, Helena Bonham Carter en tête. Le sourire grimaçant et carnassier du chat du Cheshire, imaginé par Burton, fait partie des ancrages les plus populaires. Mais ces tatouages sont aussi remarquables par leur côté hyper réaliste de la facture et par la présence de couleurs souvent très vives qui créent des ancrages très lumineux, enfin du moins dans un premier temps. Il ne faut pas oublier qu'un tatouage change, vieillit, s'affadit. Il vit au rythme du sujet tatoué. Tantôt humoristique, tantôt jouant la provocation. Et la saturation des couleurs et de l'espace tégumentaire montre aussi que, pour la plupart de ces tatouages, ce sont de très belles prouesses techniques. Certains tatouages sont portés comme de véritables parures de corps, des bijoux autour du cou, ou d'autres comme de flamboyantes étoiles multicolores. Le vertige est chromatique et sémiotique à la fois, comme en atteste par exemple la citation « Feed your head » de la chanson du groupe Jefferson Airplane. Cet imaginaire tégumentaire de fantaisie et d'évasion n'a pas de limite, si ce n'est le talent des artistes tatoueurs et la tolérance à la douleur des aiguilles. Les parties du corps tatouées varient, mais toutes ne sont pas également sensibles. Le cou, notamment, est classé dans les tatouages extrêmement douloureux. Pourquoi cela peut-il nous intéresser? Parce que le tatouage ici renvoie à un sujet qui veut ou qui entre dans une démarche liée à sa propre force mentale. Ici, le tatouage alicien se situerait quelque part entre résilience et résistance. Alice peut être, quand elle est tatouée ou quand les récits caroliens sont tatoués, spectaculaire. Mais elle est aussi fondamentalement et par essence spéculaire. De l'autre côté du miroir, le second récit est moins souvent repris et n'en demeure pas moins impressionnant, surtout lorsque les pièces tatouées sont de grande ampleur, ou alors très originales, comme ce Jabberwocky à droite en haut, Jabberwocky abstrait, que l'on peine peut-être à reconnaître, mais qui néanmoins fait référence au livre de Carroll. Là encore, on constate hybridation, combinatoire, qui sont de mise, à l'instar des mots porte-manteau rocking horse fly, donc cheval à bascule volant, imaginé par Carroll lui-même. On note pour ce type de tatouage aussi plutôt statistiquement des sujets porteurs masculins, comme si le poème épique et arthurien du Jabberwock attirait plutôt les hommes. Une étude sur le genre serait certainement à mener autour de ces questions. Symbole du combat à l'épée contre le mal, mais également prouesse linguistique, le Jabberwock fait la part belle au mythe et au mystère. Et pour en saisir la portée multisensorielle, je vais vous lire le début. "'Twas brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves and the momraths outgrabe." La macrobiosphère imaginée par Carroll rejoint alors le vivant de la microbiosphère de la peau comme habitat, propre à accueillir l'écosystème alicien et s'y acclimater. Le texte miroir imprimé à l'envers dans le livre
et parfois repris à l'identique, pour un ancrage encore plus intrigant, une forme de synthèse disjonctive entre le texte et le corps, entre la chose corporelle et l'événement incorporel, selon la formule des philosophes stoïciens. Le Jabberwock est ainsi régulièrement réinventé, hybridé avec des créatures, notamment de jeux vidéo, comme c'est le cas ici à gauche. Dans un autre registre poétique, et sur un mode hétérochronique en termes de sources d'inspiration, j'ai eu le plaisir de découvrir à l'occasion de cette recherche pour Surréalis une série de tatouages aliciens qui s'inspirent de Dali, associés pour l'un d'eux à la poésie de Sylvia Plath, connue pour ses vers mélancoliques empreints d'intimité. Et le témoignage que vous voyez, I was inspired by Salvador Dali, etc., montre bien à quel point la personne qui se fait faire le tatouage a conscience des sources et a conscience également du potentiel de l'hybridité et de ses combinaisons. C'est une rencontre qui peut surprendre dans l'univers du tatouage, mais ces ancrages s'inscrivent dans une vogue de tatouage non plus seulement littéraire, mais qui puise directement aux sources d'œuvres picturales, ici les illustrations de Dali, que l'on peut admirer dans l'exposition du MAMS. Ailleurs, Alice ouvre le livre de la nuit étoilée en compagnie de Van Gogh. Ou bien un lapin blanc est assis en trompe-l'œil sur le rebord d'un cadre. Parfois, le personnage d'Alice, devant l'arbre du chat du Tchatcha, admire les volutes surgies de la palette de Van Gogh, volutes qui se retransforment en astres lunaires jusqu'à s'amenuiser comme le chat du Tchatcha. Alice circule depuis son univers dans toutes sortes de médias. Et le pays des merveilles est perpétuellement un pays en devenir, pour emprunter une formule deleuzienne. Le devenir tatouage d'Alice, c'est aussi le devenir Alice du tatouage. Car le tatouage est en constant devenir. Ce qui nous rappelle aussi l'essai que Deleuze a consacré au nonsense carolien, la logique du sens. Il n'est pas non plus étonnant de retrouver Alice dans un univers teinté d'érotisme et de terreur. Eros et Thanatos réunis. Ici, le vers du Jabberwock signifie l'écart entre la peau et le vêtement dont parle Barthes dans le plaisir du texte. Alice, figure du désir, figure désirante, Alice passe de l'autre côté du miroir, du genre, des genres littéraires et graphiques, et incarne la subjectivité d'une transgression tout assumée. Les films d'horreur et les artistes underground n'ont donc pas manqué d'ouvrir la voie pour revisiter les récits caroliens et faire remonter à la surface le côté obscur de l'inconscient et la violence inhérente à ces textes trop souvent cantonnés au rang de littérature jeunesse. L'exemple marquant dans ce registre, c'est le corpus de tatouages qui s'inspire du jeu vidéo de 2000 American McGee, avec une Alice plus proche de la badass Harley Quinn que d'une princesse Disney. Ces tatouages transforment le pays des merveilles en cauchemar. Et cela fait vraiment écho et résonne avec ce qu'on a déjà pu voir au courant de la journée. Mais certains jouent précisément sur la liminalité et l'entre-deux, jusqu'à représenter Alice avec des tatouages, histoire
de réaffirmer l'hybridation culturelle, la fusion entre culture populaire et un classique de la littérature victorienne, entre calavera grotesque et personnages aux traits kawaii. Ces ancrages sont donc aussi des indicateurs de ce que Henry Jenkins nomme la culture de convergence et ce que Chien Ngai a théorisé comme l'esthétique du cute, du mignon, dans son ouvrage, malheureusement non traduit en français, Our Aesthetic Categories. Ce grand dos polychrome, réalisé pour faire un cover-up, c'est-à-dire recouvrir un tatouage plus ancien, résume à bien des égards la dimension palimpsestique de notre réflexion sur l'actualité d'Alice dans l'art aujourd'hui. Alors, où est notre lapin blanc à présent ? Depuis les illustrations gravées de Tenniel, en passant par le film d'animation de Disney et l'adaptation plus récente de Burton, l'iconographie alicienne qui induit et inspire le tatouage est marquée par des œuvres qui elles-mêmes figurent à présent dans la liste des classiques. Bien que le tatouage littéraire soit une vogue relativement récente, les récits victoriens de Carroll sont indéniablement parmi les plus prisés. Ces tatouages reflètent une part d'identité profonde. Je cite encore David Le Breton, qui rappelle que les tatouages sont toujours pris dans un jeu spéculaire, tantôt dissimulés, tantôt au contraire exhibés, en ce qu'ils, j'ouvre les parenthèses, les guillemets, appellent le miroir de l'autre. Ils fabriquent une esthétique de la présence et la peau devient écran et elle exige des spectateurs. Fin de citation. Portées par l'imaginaire carolien, ces œuvres corpographiques ne sont pas seulement des réalisations esthétiques, elles constituent de véritables opera aperta, selon les termes d'Umberto Eco, c'est-à-dire qu'elles font des textes de Carroll et des images qui s'y rattachent, des œuvres ouvertes par des interprétations sans cesse renouvelées, sans cesse en devenir, ouvertes également sur des expériences sensorielles, tactiques, sensuelles, visuelles, aux multiples facettes. La dynamique induite par la mobilité des corps les rend ainsi uniques. Et j'évoquais tout à l'heure les bois gravés de Tenniel, dont vous voyez encore un exemple au centre. Ce sont des matrices qui contiennent par essence ce qu'est Alice, à savoir une figure de l'inversion et une figure de la révélation par renversement. C'est la diversité des interprétations artistiques qui permet de faire émerger toute la richesse enfouie dans les strates du texte et des images, dans l'envers du décor et surtout dans l'inconscient des rêves. Fussent-ils ceux d'Alice, des tatoueurs, des tatoués ou les nôtres. Je vous remercie. Merci beaucoup Brigitte de nous avoir, enfin moi en tout cas, complètement ouvert cet univers que je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions ou des commentaires? Oui. Moi, j'aurais moins une question de fond qu'une question de forme. Vous avez réuni énormément d'images. Comment est-ce que vous avez fait pour les retrouver? Est-ce qu'il y a des bases de données qui sont consacrées au tatouage, ou est-ce que c'est Instagram, les réseaux sociaux? Enfin, il doit y avoir énormément de sources différentes. Comment vous faites pour centraliser? Et deuxième petite question ensuite, comment vous faites des groupes? Comment vous faites? Quelle est votre méthode de travail pour essayer, du coup, avec une masse documentaire énorme, d'essayer de réussir à construire votre propos?
Ah, la vie de chercheur à l'université. Et le bonheur des week-ends et des vacances passées. Alors, effectivement, il s'agit bien d'un travail qui correspond à un mélange de méthodologie, je dirais, un peu empirique, au sens où on travaille... Donc, je parlais tout à l'heure de la littérature dans la peau avec ma collègue Anne Chassagnol de Paris 8. Et quand nous avons commencé ce projet, nous avions bien conscience d'emblée de la limite dans la mesure de la collecte. C'est très difficile. Et il est évident que ce n'est que la pointe de l'iceberg qu'on ne verra jamais. D'où une approche peut-être un peu moins empirique, un petit peu plus... une méthodologie qui consiste effectivement à soit de regrouper par thématique, soit de travailler une problématique spécifique en amont et de faire la recherche dans cette optique. Alors, il existe des blogs, nous en avons identifié une série, et spoiler alert, nous avons incarné hypothèse en construction. Mais effectivement, nous essayons de centraliser le plus possible ces ressources qui, pour l'instant, sont j'aime beaucoup Deleuze, donc je vais dire que c'est très rhizomatique. Il y en a absolument partout, dans tous les sens, mais qui sont aussi alimentées progressivement à l'interne par le réseau que nous avons constitué. En d'autres termes, les gens savent que nous travaillons là-dessus. Ils me disent, est-ce que vous avez vu ci ou ça, etc. Alors, il y a depuis quelques années aussi les Lewis Carroll Societies, qui sont des gens très bien, tout comme il faut de partout, mais qui ont commencé aussi à voir que dans ces formes ancrées, dans ces tatouages, pour nous, ce sont des indicateurs de la réception aussi de l'œuvre de Carroll, au même titre que la présence d'un classique dans la culture populaire ou les graffitis ou le street art. Donc, ce qui nous intéresse, c'est aussi de mettre, de mettre en regard cette présence-là, cette spreadability, comme le dit si bien Henry Jenkins, et de voir ce que ça représente. On a aussi fait des regroupements par aire géoculturelle. Et on s'aperçoit de façon quand même très flagrante, ce qu'on disait tout à l'heure avec Barbara Forrest et Thérèse Villers, c'est le monde anglo-saxon, c'est la culture anglophone. L'ancrage vient de là parce que c'est la tradition. Carroll vient de là et reste encore aujourd'hui un élément très important dans l'enfance, ce qui est beaucoup moins forcément le cas dans d'autres aires géoculturelles. Mais je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question. Je pense que c'était... Alors, j'aime bien aussi les contestations, pas seulement les questions. Alors Brigitte, merci beaucoup parce que ça fait écho un peu à votre question. Quand on a commencé le projet d'exposition avec Barbara il y a plusieurs années de ça maintenant, on s'envoyait parfois aussi ce que j'appellerais non pas le langage de la peau, mais le langage de la muraille, parce qu'en fait dans l'espace urbain, dans la ville et partout, en fait se distribue énormément de littérature sauvage. Alors il y a un laboratoire d'ailleurs qui travaille sur ça en Belgique, sur la littérature sauvage, ces espèces de petites inscriptions comme ça dans l'espace urbain ici ou là, mais on ne peut pas s'imaginer. Alors peut-être parce qu'on travaillait dessus comme un hasard objectif, en fait on rencontrait très souvent et partout ailleurs des inscriptions, des collages, des autocollants, enfin tout un panel très 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 varié en rapport avec tout l'univers carolien. Et ça m'y a fait penser parce que ça fait écho tout à fait avec cette diffusion, ce monde incroyable de l'inscription sur la peau. Et même le tatouage littéraire, c'est quand même c'est partie des cultures anglo-saxonnes. Quand je dis culture anglo-saxonne, terme que je n'utilise pas, c'est le monde anglophone qui a malgré tout encore aujourd'hui pour épicentre le Royaume-Uni, avec une certaine résonance aux États-Unis,
Mais là encore, la tradition de la littérature jeunesse et de la lecture des enfants américains n'est pas celle... ça ne va pas forcément être Alice in Wonderland, ça va être Dr. Seuss ou d'autres choses. Hein. Et finalement, ce qui est aussi tout à fait significatif, c'est justement la capacité ou l'absence de capacité de ces motifs à disséminer, à essaimer par certains côtés. Statistiquement, il est très... je pense que... Je ne vous ai pas montré les captures d'écran, parce que je trouve ça pas très passionnant. Mais effectivement, en parlant de méthodologie, on voit très bien que Through the Looking Glass représente environ un tiers par rapport aux 2 tiers sur Wonderland. Donc déjà là, il y a un écart entre les 2 livres d'Alice. Hunting of the Snark, c'est encore moins. Et puis alors, Sylvie et Bruno, si je vous dis que c'est de Lewis Carroll, vous allez me dire, ah bon. En général, hein, c'est un peu la... Voilà. Mais sur le plan anecdotique, on voit aussi que... Alors, un peu aussi dans le cadre de cette recherche, je me suis dit, allons-y, je vais essayer de trouver des tatouages inspirés de Tommy Ungerer. Ce n'est pas une tâche facile. J'ai trouvé Bon baiser, bon maman, j'ai trouvé Les 3 brigands, et that's it, je veux dire. Donc, on sent bien que, en termes... Et ça ne reflète pas la véritable réception, mais ce que ça reflète certainement, c'est quelle est la thématique ou quelle est la fiction qui va déclencher ce désir de tatouage littéraire. Sylvia Plath, par exemple, qui est une poétesse connue, hein, mais au sens... voilà, encore dans le monde anglo-saxon, chez nous, Sylvia Plath reste relativement peu connue. Et pourtant, I am est un des tatouages les plus repris de manière mondiale. Pourquoi ? Parce que ça renvoie au questionnement de l'identité. En fait, c'est ça, c'est faire quelque chose sur son corps renvoie fondamentalement à ce qu'on veut faire à soi, avec soi, pour soi, et puis aussi pour les autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Nico, vous avez dit que vous étiez ouverte un peu aux contestations. Alors, c'est pas tellement une contestation, mais un peu une ouverture. Mais je crois que ma génération, années 90, on est très habitué finalement à l'univers d'Alice sur la peau, si bien que c'est très subjectif, que je ne me fasse pas taper sur les doigts. Ça devient presque banal, Alice sur la peau. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater ou à laquelle vous avez réfléchi ? Ce qui m'intéressait en priorité au début du projet, c'était la question de que devient un livre dit littérature jeunesse, donc dont Alice. Et c'est pour ça que je vous ai aussi montré Peter Pan, Roald Dahl, Harry Potter, parce que ce que vous dites sur Alice, c'est exactement la même chose que pour Potter. C'est-à-dire qu'au secours, je ne veux plus voir de symboles de Deathly Hallows, etc. Il y en a absolument partout. Et je pense que ce n'est pas tant quantitativement que c'est intéressant, mais c'est de voir aussi toutes ces métamorphoses et toutes ces appropriations. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle l'écosystème, c'est-à-dire l'écosystème visuel que ça crée, l'écosystème graphique sur un individu. Qu'il y ait beaucoup d'Alice, un peu d'Alice, ou pas du tout, ou juste un chapeau ou quelque chose. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que la vogue est passée, la vague est passée et la vogue est passée. Alors, je vais vous retourner la question. Alice, après Alice, que fait-on ? Est-ce que vous avez l'impression, depuis
votre regard de votre génération, est-ce que vous voyez dans les tatouages, par exemple, quelque chose qui serait post-alicien? Je ne suis pas vraiment du milieu, donc je ne pourrais pas y répondre, mais ce qu'on voit, c'est que la génération qui a grandi avec les Disney et qui a beaucoup aimé Alice et qui s'y identifie plus tard, a vraiment, je vois beaucoup de personnes qui ont Alice et qui sont déjà vraiment des adultes, et je pense que quand il y a des nouvelles interprétations comme celle de Burton, il peut y avoir une sorte de revival en fait. C'est peut-être avec les interprétations qui vont venir, car je ne pense pas que ce soit la fin, qu'on aura peut-être de nouveau un intérêt qui revient pour Alice. Peut-être, je ne sais pas, ça reste ouvert. Quelqu'un aussi ancré, je dirais. Je veux dire que, en fait, il y a pas mal des artistes maintenant qui se décrochent complètement de références et qui gardent, par contre, cet esprit post-Alice. Moi, je connais quelques artistes, par exemple, qui font des dessins hyper abstraits, colorés, par le mémoire que tu lui racontes, par exemple. Donc, il fait le dessin quand tu parles pendant les séances. Il te fait le dessin à partir de tes mémoires, par exemple. Ou il y a quand même pratique maintenant très développée des artistes de tatouage et que je pense qui décrochent plus en plus de cette idée d'illustration ou de référence qui préexiste. Mais il y a vraiment des artistes qui développent ces pratiques à eux. De relation avec le corps, avec le dessin et couleur aussi, parce qu'il y a toute cette histoire de couleur, pas couleur. Voilà. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aborde l'aspect de l'inconscient et de l'invisibilité de la référence, parce que si la référence, elle est mentionnée dans le récit, c'est un petit peu le care et le cure, et cet aspect psychanalytique, dermographique, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, qui finalement n'a pas besoin d'être représenté de façon figurative, ni même chapeau ou clé, ou c'est quelque chose qui va rester dans une strate totalement, qui va rester invisible. Oui. Après, ça devient parfois aussi assez figuratif, mais je dirais qu'il y a très différentes approches. Parce qu'avant, c'était plutôt, on utilise des symboles pour garder cette nostalgie mémoire. Maintenant, je vois qu'il y a quand même ce mouvement très fort de développement de ma pratique, dehors de tout ce qui s'est passé avant. Mais voilà, je suis artiste, j'utilise ma toile, c'est le point. Voilà. Il y a aussi une évolution qui est perceptible et qui renvoie alors là à une autre question plutôt parallèle par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le statut d'artiste de l'artiste tatoueur. Donc ça, c'est aussi une problématique qui est forcément liée au degré d'originalité que l'on revendique ou pas sur le travail des artistes, où certains aujourd'hui disent moi j'ai pas de catalogue, moi je ne vais pas faire du Disney, du Burton, mais vous allez me raconter un moment exceptionnel quand vous êtes sorti du cinéma et que vous aviez vu le film, et c'est de là qu'on va partir. Bon. En matière de méthodologie, pour revenir à la question, c'est difficile pour un chercheur de mettre la main sur ce type de traçabilité. Ça, je pense que là, je jetterai un peu l'éponge, ou je resterai dans des propositions très, très hypothétiques. Mais je n'aurai pas de evidence, je n'aurai pas de preuve à l'appui, ça c'est certain.